moi je trouve que de plus en plus, bon je sais bien, ma femme a dit c'est que des volières dans ton jardin, mais de mettre des voiles. Ça c'est beaucoup plus efficace encore. Et là vous prévoyez alors quand vous imaginez votre culture de l'année, que vous mettez les choses qui vont être sous voile, peut-être les uns à côté des autres, encore une fois, pour savoir mettre le voile au-dessus de plusieurs choses à la fois. C'est plus embêtant pour aller enlever les herbes indésirables, etc. C'est une autre façon de travailler. Hein. Donc il faut prévoir qu'on sait ouvrir pour aller un petit peu travailler dedans, etc. Voilà. Donc ce sont des petits remèdes de grand-mère ou de grand-père qui peuvent être intéressants quand même et qui, il y a pendant 10-20 ans, il n'y avait pas de souci parce qu'on avait le DDT à l'époque, on avait toutes sortes d'insecticides, toutes sortes de bazar. Maintenant, on a bien compris que c'est surtout pour donner de l'argent à toutes ces firmes qui fabriquent tout ça et que pour notre santé, c'est tout à fait à prescrire. Donc, trouvons des choses un peu plus simples. Bon, ces filets anti-insectes, c'est pas le même filet qu'on met comme protection pour le froid. Hein. C'est vraiment un filet anti-insectes qu'on trouve dans les jardineries. On en a déjà d'ailleurs eu ici aussi, je pense, il me semble. Ça coûte un peu cher, mais quand on sait avoir du soin, ça peut servir, je dirais même 10 ans, même davantage. Moi, j'utilise même ça pour mettre sur mes cerisiers, et c'est le moment, hein, si vous avez un cerisier pas trop grand, si vous avez un grand filet anti-insectes, ben, emballez votre arbre après la floraison, donc maintenant qu'il y a les petites cerises qui sont là. Pourquoi les petites cerises? Parce qu'avant, c'était que les merles, ou les grives, ou les tourneaux qui venaient les manger. Maintenant, les ramiers, ils adorent ça. Et ils les mangent quand ils ont la taille d'un petit pois. S'ils n'aiment pas déjà les fleurs et les feuilles. Mais il faut laisser au moins une ouverture que les abeilles savent rentrer dedans au départ. Comme ça, les pigeons, ils vont avoir quand même du mal à aller là en dessous. Ils vont un petit peu délaisser et trouver autre chose ailleurs. Et après, une fois que la nouaison est là, donc les petits fruits sont là, on va le fermer hermétiquement avec des cordes, hein, on attache. On évite, je pense que c'est une mouche ou une teigne, je ne sais pas, qui donne un ver. Dans certaines années, un ver dans les cerises, à chaque fois qu'on prend une cerise, il y a un ver dedans, c'est pas très appétissant. On évite, quand ils mûrissent, les merles, donc de devoir les cueillir avant qu'ils sont vraiment mûrs, avant qu'ils ont vraiment un bon goût. On évite les cas de grêle, éventuellement. On peut éventuellement, parfois, éviter un tout petit peu le froid quand il y a des gelées tardives, mais là, je suis assez sceptique. Bon, ça aide peut-être à 1 degré près, mais s'il fait -5, c'est pas la peine. Ça va être foutu quand même. Donc il y a un tas d'avantages, il y a un peu de travail. Mais c'est pour ça aussi, si vous mettez des cerisiers, essayez de maintenir votre cerisier assez court. Donc pliez les branches quand ils poussent, attachez-les avec une corde à quelque chose et faites un arbre pleureur. Vous n'allez pas avoir besoin d'une grande échelle, vous allez savoir cueillir facilement. Et faites alors, quand vous mettez votre filet, qu'il y a des endroits éventuellement fermés avec des pinces à linge, que vous savez tirer les pinces, vous passez votre main et vous cueillez quelques cerises pour manger sur le tas. C'est très agréable, je vous le jure. Voilà, donc on peut, je suis loin là, hein, mais bon, c'est pas grave, essayez de suivre quand même. Je suis toujours de retour aux carottes. Quand vous ne mettez pas de filet, un autre système éventuellement pour éviter que la mouche de la carotte vienne pondre sur le collet des carottes, c'est couvrir le collet avec un petit peu de terre. Parce qu'apparemment cette mouche, elle vient pondre sur le collet. Quand elle ne trouve pas le collet, ben, elle va chercher ailleurs. Donc là, c'est encore une fois quelque chose qui ne demande pas énormément d'efforts, mais qui peut être fort intéressant et qui nuit
limite pas à la carotte, du moment, il ne faut pas les buter comme les patates. Hein. 1 ou 2, 3 cm maximum de terre, un peu au-dessus, ça suffira. On peut aussi, les carottes, les semer dans les alvéoles, à condition que on ne les laisse pas venir trop grands avant de les repiquer. Donc il ne faut pas que la racine est abîmée quand on les défait et qu'on les met en place. Pourquoi c'est intéressant? C'est intéressant, je dirais, uniquement pour l'amateur qui a un peu de temps, hein, parce que ça prend du temps. Mais une carotte, parfois, c'est capricieux à lever. Donc là, on a la possibilité de les garder humides correctement. Et après, on a l'avantage aussi de savoir les mettre à distance voulue. Donc tous les 5 à 10 cm, on mettra un petit pied. Donc dans les alvéoles, on va mettre 2, 3, 4 graines, mais on va peut-être conserver qu'une plante. Et après, les repiquer. Moi, j'ai déjà fait ça et ça marche relativement bien. Si on n'a pas des alvéoles, des petits pots de fleurs, ça marche très bien aussi. Hein. Et ils sont parfois plus hauts, donc c'est parfois mieux. Ça prend un peu plus de place. Quand vous avez donc envie de les repiquer en pleine terre, peut-être humidifier, donc faire une rigole, humidifier un peu le fond peut-être. Ça dépend de l'état de votre terrain, mais si c'est vraiment très sec, et alors refermer avec de la terre sèche. Donc à chaque fois, si vous faites des plantations avec de l'eau, je sais bien Gilbert, il disait jamais de l'eau au repiquage, mais il n'a pas connu des printemps non plus comme on a actuellement, et ici il y a un terrain formidable. Hein. Donc chacun n'a pas les mêmes conditions. Donc celui qui n'a pas les bonnes conditions, il faut parfois quand même donner un peu d'eau, moi je trouve, sinon on risque d'avoir beaucoup de retard ou d'avoir quelque chose qui sera raté. Donc mettez plutôt l'eau toujours dans le fond, en dessous, de toute façon l'eau elle remonte, et de la terre sèche au-dessus. Donc si jamais parfois vous repiquez des choux ou quelque chose dans un terrain très sec, faites votre trou, remplissez le trou d'eau. Quand l'eau est partie, mettez votre plante et rebouchez avec la terre sèche. Éventuellement déjà à moitié remplir avec la terre sèche, encore donner un petit coup d'eau pour que cette terre-là soit bien humide aussi, mais toujours fermée avec de la terre sèche. Une couverture du sol, bien sûr, est très efficace aussi. Voilà. Si vous semez sur place, il faut toujours damer après le semis. Parce que les racines doivent être bien en contact, et ça c'est surtout pour les carottes, bien en contact avec la terre. S'ils ont un creux en dessous, sur le côté, tout ça, ils auront certaines, je suppose que c'est ça, ils n'auront pas l'humidité qu'il leur faut, ils vont pas germer ou germer très tard ou être très capricieux au lever, ça ne marchera pas. Ils aiment par contre pas non plus une grosse pluie après le semis. Parce que là, c'est justement ce que je disais tout à l'heure, ça sera un gros plaquage. Si on n'a qu'une ligne, ben, si on sait qu'il va faire un orage et qu'ils ne sont pas encore levés, prenez une planche et posez là-dessus. Et après la pluie, ben, vous pouvez l'enlever. L'humidité va être arrivée dans la terre quand même, mais il n'y aura pas un plaquage. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions sur les carottes ou sur les choux brocolis blancs. Après, je passe à autre chose. Merci. Oui. Quand on met des choux, on peut mettre différentes variétés ensemble. Ah, tu peux planter des différentes variétés ensemble. Surtout donc pour les choux. Hein, donc, mettre différentes variétés ensemble, oui. D'un autre côté, vous faites aussi un terrain d'atterrissage pour les petits papillons, hein, parce que là, c'est sûr qu'ils vont les trouver, ou les pigeons. Donc si vous employez un filet, oui. D'un autre côté, c'est toujours mieux qu'il y a une diversité. Bon, si c'est différents choux, c'est déjà une diversité, mais c'est dans la même famille. Hein. Mais bon, une diversité,
est toujours plus intéressant pour tout ce qui est dans le sol, les nutriments et tout ça vont être mieux partagés parce que l'un il prend ça, l'autre il prend autre chose, il émet des sécrétions qui vont être prises par le voisin, etc. Donc oui et non. C'est pas néfaste pour les choux, mais c'est peut-être mieux de ne pas faire comme ça, sauf si on met un filet et qu'on a besoin de tout mettre groupé. Et comme vous parlez aussi entre les choux, faire une autre culture, qu'est-ce qu'on peut mettre alors? On peut... les choux qui vont devenir fort vite grands, c'est plus difficile. Mais à ce moment-là, si on a déjà des lignes d'autres choses, ben, on met entre deux rangs. Sinon, quand c'est par exemple les brocolis blancs, là, qui se développent un peu moins vite, on pourra peut-être un peu plus tôt semer par exemple des épinards ou semer de la mâche, qui ont besoin, qui vont être contents d'avoir un petit peu d'ombre, qui seront moins, parce que c'est surtout ces deux-là, c'est quelque chose quand ils ont beaucoup de soleil, qui vont monter en graines, quoi. Hein. Donc ça va peut-être les empêcher un petit peu. D'un autre côté, ton chou, il va pomper l'eau aussi. S'il y en a une période qui fait chaud et sec, ça sera peut-être pas évident quand même. Tu peux planter des laitues, donc des choses qui vont être mangées assez vite. Au printemps, on peut semer éventuellement des radis, des choses comme ça, des choses qui vont un peu plus vite. Au printemps, bon, si c'est les brocolis blancs qui vont devenir énormes, là tu ne sauras rien mettre. Si c'est des autres choux qu'on a semés juste avant l'hiver ou très tôt au printemps, à ce moment-là, tant qu'eux ils se développent, il y a peut-être les mâches qui seraient déjà là, qu'on a piqué plutôt les choux entre les mâches qu'on a semés avant l'hiver. Eux, ils vont être mangés avant que les choux se développent. Donc ça, c'est un petit peu l'expérience qui nous guide et l'idée sur le moment, je dirais, un petit peu essayer de voir comment ça pousse et trouver des petites astuces comme ça. Voilà, donc les betteraves potagères maintenant. C'est du numéro 7 à numéro 7.056 dans le catalogue. C'est maintenant qu'on va semer ceux qui seront pour conserver pendant l'hiver. Hein, on peut déjà en avoir semé auparavant, mais souvent ils vont devenir mûrs en automne, là, et peut-être un peu trop tôt, tandis que ceux qui vont être semés plus ou moins maintenant pourront être alors conservés. Ça ne gèle pas très vite, hein. Ça peut encore rester souvent assez longtemps dehors. Mais quand il prévoit des fortes gelées, soit il faut couvrir avec des feuilles, de la paille, quelque chose comme ça, mais défaire par après pour éviter les pourritures, ou qu'on va les arracher, on va enlever les feuilles et on va les conserver dans un grand seau avec de la tourbe, je préfère du sable parce que la tourbe c'est quand même quelque chose qui est épuisable et qu'il ne faut pas exagérer. Après, qu'est-ce qu'il faut en faire si on n'a pas des plantes acidophiles? On est embêté avec ça, tandis que le sable, ça peut toujours servir à alléger le sol, etc. Ça, on peut toujours le réutiliser. Ou un terreau, tout simple, hein. Un terreau très bon marché. Après, il peut venir, comme j'avais dit il y a une paire de mois, entre les fraisiers. Parce que le meilleur paillage des fraisiers, c'est du terreau ou éventuellement du compost qu'on a fait maison, quoi. C'est mieux que de la paille. La paille va les garder plus propres. Donc la paille, on la mettra juste après la floraison pour que les fraises ne se salissent pas. Tandis ici, pour l'instant, il n'y a pas de problème. Il y a de la poussière. Hein, les fraises. Voilà. Donc les betteraves, il y en a de toutes les couleurs. Moi j'aime bien, pas pour la forme, parce qu'elle est un peu disconvenue comme ça, la crapaudine, mais pour le goût. Elle est fort, fort, fort rouge. Essayez surtout les betteraves potagères crues. Pour la santé, c'est nettement meilleur, parce que cuit, ça c'est très légèrement toxique et pourrait un petit peu aider le cancer à progresser. Mais bon, il faudrait en manger tous les jours un demi-kilo, je pense. Mais bon, sachant ça, on évite aussi de perdre beaucoup de vitamines
C'est quelque chose qui peut être très bon et qui peut être dégoûtant parce que certains n'aiment pas du tout. Parfois, ça a un petit goût de terre comme ça. Mais avec une bonne vinaigrette, à ce moment-là, ça passe très bien. Et on est parfois étonné que certains enfants, avec une vinaigrette, ils aiment bien. C'est étonnant. Et ils contiennent quand même des substances qui sont fort intéressantes pour la santé. Donc voilà. La crapaudine, c'est le 7.020. Mais bon, les autres sont aussi valables. Donc il y en a qui ont des ronds rouges et blancs, etc. Il y en a des blancs, il y en a des jaunes, il y en a un peu tout ça. Et c'est quelque chose de facile, c'est relativement facile, qui peut se semer hors sol et repiquer. Peut être repiqué quand on l'a semé et qu'il y en a trop à un endroit et pas assez ailleurs. On peut repiquer, aller planter ailleurs. En principe, ça ne fera pas l'histoire, ça va bien marcher. Les betteraves repiquées viennent plus grosses. Ah oui, ben voilà. Donc, ça confirme un petit peu ce que je dis, même ça donne encore un avantage. Voilà, donc après la récolte des oignons et échalotes, voilà, on retrouve nos carottes, betteraves rouges en place. Donc là-bas, on peut retrouver des betteraves rouges qui ont été repiquées, donc éclaircies et repiquées. Donc ça devient des beaux gros raves. Les chicorées, wetlof, chicon, je ne sais pas trop quoi encore, je ne sais plus comment on dit en France. C'est les chicorées, je pense. Les endives. Les endives, oui, qu'on dit en France. Donc c'est fin mai, début juin, quand les températures sont assez élevées. Pour l'instant, c'est bon. La terre est réchauffée, il prévoit je ne sais pas combien de degrés au milieu de la semaine, là, donc on pourra y aller. Soit on va semer aussi sur place, soit on peut aussi les semer en pot ou en alvéole quand il n'en faut pas beaucoup et les repiquer. Encore une fois, l'avantage c'est le suivi et c'est savoir les mettre à distance comme on veut et à l'endroit qu'on veut. On gardera ça humide et c'est là que dans les pots, dans les alvéoles, c'est plus facile qu'en pleine terre. Il faut que ça lève en une semaine de temps. Une bonne semaine, 10 jours. Si après 14 jours ils ne sont pas levés, il faut recommencer. Parce que même s'ils lèvent par après, le résultat ne sera pas bon. Pourquoi, je ne sais pas, mais c'est un constat qu'on a fait. Ça, c'est le numéro 27000 jusqu'au 28050. Donc, aussi, s'il y en manque sur une ligne, quand on fait des lignes, s'il en manque, ben, on va en prélever là où il y en a trop et on peut repiquer. Peut-être que la racine, si on l'abîme trop, elle va être un peu fourchue aussi. Bon, c'est plus embêtant quand on va les rentrer pour les mettre dans des seaux ou dans des pots. Mais bon, ça marche très bien, on aura quand même un bon chicon. Et c'est plus facile, bien sûr, qu'on a des carottes longues. Les radis. Maintenant, numéro de toute saison, 147 075 et 095. Bon, là il faut un petit peu regarder les tailles, les couleurs, etc. Il y a les radis d'été aussi qu'on peut semer maintenant, que c'est le moment d'avril à juillet. Donc il faut abandonner les radis hâtifs. Hein. Ah oui. C'est ça, hein. Les radis hâtifs, moi je pense c'est un peu tard, non? Oui, je dis il faut abandonner le semis de radis hâtifs. Les hâtifs C'est trop chaud. Donc c'est les radis toute saison, les radis d'été, 146 010 sur 146 062. Les radis d'hiver, 147 020, etc. Mais bon, dans le catalogue, vous allez bien les retrouver une fois que par le début des numéros, ça va tout seul. Et ne pas oublier aussi les ramanas. Donc, ramanas, c'est les radis noirs. Pourquoi pas oublier ça? Parce qu'on sait faire un très bon sirop contre la toux pendant l'hiver.
Donc on coupe en petites tranchettes comme ça. On met du sucre candy, donc du sucre en morceaux, là, hein, des gros morceaux noirs, bruns très foncés. On met ça avec un petit tissu au-dessus pour éviter les poussières. Et on laisse tremper ça un petit peu et ce sucre va se désagréger, prendre le jus de ces ramona qui a un goût très fort, donc ça va radoucir et ça sera un très bon sirop maison. Bon, si vous avez une maladie plus importante, il faut aller chez le docteur. Mais bon, ça aide quand même quand on a un petit peu la voix enrouillée, un peu comme moi aujourd'hui, mais bon, moi c'est pas ça, c'est parce qu'hier j'ai dû trop parler et trop fort. Donc voilà, c'est pour ça que c'est pas du rouge, hein, c'est un jus de fruits. Hein. Alors, c'est éventuellement, j'ai encore presque 10 minutes, c'est éventuellement les poirées, les blettes, hein, c'est de mars à juillet. Donc ceux qu'on a semés tôt vont peut-être monter assez vite en semences. Hein, donc, et pas oublier aussi parfois à la fin de la période de semer, hein, pour avoir des choses pendant l'hiver. Parce que la blette, elle résiste très bien à l'hiver. Et là, encore une fois, on aura de la verdure qui sera intéressante au moment comme en moins. Hein. Dans les blettes, soit on prend celles qui n'ont pas beaucoup de cardes, et là on va plutôt les utiliser comme on utilise les épinards. Ou les autres à cardes, on peut aussi employer la verdure, mais la carde peut remplacer même le chicon, hein, et les faire avec une sauce blanche, avec un gratin. C'est délicieux. Les enfants, ils ne vont pas être rebutés. Parfois, avec les chicons, mais maintenant, les derniers chicons qu'on n'en sont plus si amers. Je me souviens quand j'étais enfant, un chicon... Comme enfant, il fallait y aller, hein, et les parents, ils étaient là, ah, si, il faut en manger. C'était pas ça. Maintenant, les chicots sont quand même beaucoup moins amers. L'amertume est importante, hein, mais ça, on n'est pas assez habitué. Parce que l'amertume, ça veut dire qu'il y a beaucoup de vitamine C, entre autres. Hein. Donc, le plus qu'on adoucit, peut-être le moins qu'on a la vitamine dedans, quoi, hein. C'est un choix à chaque fois. Mais sinon, faites une fois des roulades avec une tranche de jambon, comme vous faites avec les chicons, là, les endives, comment on dit en France Royal. Royal. Royal Royal. Oui. Dans les restaurants. Ah bon. Ou endive au jambon, ou endive royale. Ah oui, endive au jambon ou endive royale. Ici, c'est les blettes ou les bêtes au jambon ou royal. Voilà. N'oubliez pas, bien sûr, les haricots. C'est le moment. Faut savoir que les haricots nains, on peut en semer jusque début juillet, 21 juillet. Maintenant que les saisons sont un peu plus tard, on peut encore essayer. On n'est pas sûr. Peut-être qu'ils vont geler, si on a une gelée fort rapide. Mais bon, on risque quelques graines d'haricots, un petit peu de travail. Tandis que ceux à pêche, c'est le moment, il ne faut pas être trop tardif avec ceux-là, parce qu'ils mettent beaucoup plus longtemps avant de former leurs haricots. Hein. Donc les perches, je dirais, et on n'en met qu'une fois en principe. Hein. Mais l'avantage, c'est que sur un petit espace, on a autant que sur une grande ligne. On ne doit pas se baisser, donc ils ne traînent pas dans la boue. Bon. Cette année-ci, ce n'est pas le cas. Mais bon, donc on ne les met pas plus tôt non plus parce que, sauf si on peut les mettre à l'intérieur. Donc nous autres, moi j'en ai qui sont comme ça. Cette année-ci, j'ai de la chance. Il ne prévoit plus du tout de nuit froide. Donc ici, ils vont être mis en place dans les jours qui viennent, dès que j'ai le temps. Ça c'est surtout pour les rames. Les nains, j'en ai déjà aussi, donc je vais les avoir un peu 15 jours, 3 semaines plus tôt. Mais le moment habituel, avant, c'était toujours à partir du 15 mai, quand on les mettait dehors. Parce qu'un haricot, moins 1, il est mort. Quand il a poussé, quand il est encore en grain, ça risque pas. Mais quand il a commencé à pousser, moins 1 degré, c'est fini. Donc on a toujours dit attendre le 15 mai.
Dans cette année-ci, c'est exceptionnel. Chaque année est exceptionnelle. Hein. Il y a toujours autre chose. Chaque année, on dit, oui, c'est exceptionnel, mais chaque année, c'est comme ça. Alors, les haricots, c'est dans les numéros 74 jusqu'à 86 et un petit peu de suite. Les mange-tout, il y a des à écossais, donc il faut un petit peu regarder dans le catalogue la variété qu'on a. Donc ceux à écossais ne vont pas être bien en mange-tout. Mange-tout, ça veut dire manger en verre. Ou mixte, donc à ce moment-là, tu peux les manger en verre. Et ceux que tu n'as pas cueillis, que tu n'as pas vus, etc., tu pourras les écosser éventuellement et les manger dans un cassoulet. Pour les cassoulets, c'est plutôt le genre de tarbet. Hein, donc ceux-là sont plus spécialement, les autres peuvent aller, hein, mais peut-être les meilleurs, quoique. Hein, c'est genre de tarbet. Et souvent les tarbets aussi viennent moins haut. Oui, on appelle ça des demi-rames. Des demi-rames, et dans le catalogue, je ne crois pas qu'ils sont notés comme ça. Je ne crois pas. Donc, et c'est ceux-là qu'on va éventuellement faire monter sur un tournesol ou sur un maïs. Mais bon, moi, c'est bien, peut-être dans certaines régions, par ici, je suis un petit peu... C'est bien d'essayer, pourquoi pas. Mais bon, le maïs, on sait qu'il pompe énormément. Le tournesol aussi. Donc au niveau de l'eau, ils vont sûrement avoir dur. C'est sûr qu'un haricot n'a pas vraiment besoin d'une forte dose d'eau, mais il doit quand même pas être à sec non plus. Hein. Donc, je sais pas. Ouais, les haricots à rames en période sèche, ils jaunissent beaucoup plus vite, hein, parce qu'ils ont besoin de pas mal d'eau pour faire toute leur végétation. Ouais. Alors ils mûrissent prématurément et bon, on a moins de récoltes. Comme l'année passée, bon, ça n'a pas été bien pour les tomates, mais pour les haricots, ça a été magnifique. Donc, à voir, mais je dis, s'il fait sec, ces autres plantes-là, c'est vraiment des plantes qui prennent toute l'eau, ça va peut-être pas être évident. N'oubliez pas, les tournesols, les panais, les laitues d'été, les laitues de toute saison, à couper, etc., etc., etc. Regardez dans le catalogue. Et sur Internet, dans la rubrique aide-mémoire, hein, vous avez tout ce qu'on peut semer pendant cette période-ci, pendant ce mois-ci. Alors, un autre petit truc, les laitues aident à dormir. Donc, c'est bien de savoir. Donc, manger un petit peu. Et les Français, ils font ça encore souvent. Après le repas, ils mangent la salade. Hein, nous, on n'a pas cette habitude. Avec le fromage. Avec éventuellement le fromage. Mais c'est un petit peu comme le pavot. Ça aide à dormir. C'est peut-être pour ça qu'on fait une sieste en Belgique, en France aussi. On fait une sieste après le dîner. Hein. Ça peut être le petit rouge aussi, hein, qui va avec, qui fait dormir. Voilà, donc n'oubliez pas, on a encore, il commence à être tard, mais on a encore un petit peu de petits oignons, surtout des rouges à planter. C'est tard, c'est encore possible, mais on ne faudra pas espérer avoir des gros oignons. Est-ce qu'on a besoin de gros oignons? C'est pas dit non plus. Il y a quelques pommes de terre là, encore à planter. Il y a les filets. On a maintenant de retour les grands filets pour éventuellement mettre aux pommes. Passe un peu un sachet que je remonte en vitesse. Voilà. Donc ça c'est les petits. Donc ça c'est très pratique pour la grappe de raisin par exemple. On passe la grappe dedans et on tire les ficelles et elle est protégée contre les guêpes, contre les merles et contre les grêles. Donc voilà, on attache, bon, pour les raisins, la grappe ne va pas tomber, on ne doit même pas attacher. Quand c'est pour les pommes, on peut aussi, les poires, pour éviter qu'il y a le carpocaps ou le petit ver quoi, hein, qui vient manger nos pommes, nos poires ou autres. Bon, c'est sûr que quand on a un grand arbre, on ne va pas en mettre un sur chaque pomme, mais on peut quand même protéger, et surtout quand on a 1 ou 2 ou 3, 4 petits arbres, et que chaque année ils sont mangés par les vers. Parfois on a une branche avec tout un petit bouquet là,
et on fait la même chose. Et là, quand on l'accroche, encore une fois, ils sont en sécurité pour le carpocaps, ils sont en sécurité pour les oiseaux quand ils commencent à mûrir, parce qu'ils piquent une fois dans une pomme, et après ils piquent dans l'autre pomme, etc. Donc c'est fort embêtant. Les grêles, encore une fois, ils sont un peu protégés. Mais quand on attache ça, alors, soit à une petite branche, ou avec une pince à linge ou quelque chose, quand la pomme est mûre et qu'elle tombe, ben, elle ne tombe pas par terre, elle ne s'abîme pas. Donc ça, c'est aussi un grand avantage. C'est du travail, c'est pour celui qui veut s'amuser à avoir un résultat quand même. Hein. Je sais bien, si vous avez 10 000 pommes à protéger, il faut trouver autre chose. Hein. Moi, j'ai encore mis des filets anti-insectes aussi. Et à ce moment-là, vous l'attachez par en dessous. Alors les pommes aussi tombent dans le filet et ne tombent pas par terre directement. Après, ils roulent peut-être en bas et ils retombent. C'est tout des petites astuces. Bon, ça coûte, ceux-là c'est 7 € pour 10 et l'autre c'est un petit peu moins, c'est 6, je pense, 5 aussi. Oh, 5. 5 euros. Si le Pour les petit petits. nœud il se défait, ben, il faut refaire le nœud parce qu'après ça va plus fonctionner. Voilà. Hop. Je vais le refaire tout de suite parce que sinon les gens ne vont pas être contents que ça se défait. Voilà. Hop. Et on est reparti pour un tour. Et si on ne le fait pas tout de suite, après le fil il passe là-dedans, on a tout le chipotage pour le remettre. Voilà, moi, désolé, mais c'est l'heure, oui, j'ai autre chose. Je suis bénévole aussi ailleurs, et 1 ou 2 fois par an, je suis un peu pris. Donc je vous laisse en très bonne compagnie avec Michel, qui va vous expliquer encore plein d'astuces et des choses intéressantes. Merci. Merci. À la fois prochaine. Merci.